autour des grandes voies de l'océan. Peut-être préciser ce qu'est ce forum international, parce que moi, tout ancien parlementaire que je suis, j'avoue que excusez-moi, je ne connaissais pas cette organisation. Je pense que c'est très important au niveau de la culture française et de l'économie de notre pays. Donc, Monsieur le Président, je vous passe la parole en vous remerciant à nouveau d'être partenaire de notre opération, de notre conférence de ce matin. Monsieur le Président, merci beaucoup. Effectivement, je me souviens que vous étiez député et vous étiez même aussi maire, monsieur. Je me souviens très bien de nos conversations que nous avions des fois à l'Assemblée nationale ensemble. Alors, je vous réponds de suite pour le décalage horaire. Oui, c'est pas une bonne heure, mais comme nous sommes en direct par visioconférence avec le monde entier, et nous avons des gens qui sont en décalage de 7 heures en plus, donc c'est pour cela que nous avons choisi cette heure qui n'est pas bonne, je sais très bien pour vous, et je vous remercie de l'effort que vous avez fait de nous permettre de faire cette conférence à 9h30. Et bien entendu, je voudrais saluer Madame Maillet, qui est la vice-présidente de l'agglomération et la maire de La Hague. Alors, deux mots, et puis je présenterai mon ami Jean-Louis Levet tout à l'heure avant qu'il commence sa conférence. Mais comme vous m'avez invité à faire une minute de publicité sur le Forum francophone des affaires, qu'est-ce que le Forum francophone des affaires? C'est l'organisation économique du sommet des chefs d'État francophones. Ça rassemble les communautés d'entreprises des 120 pays qui ont choisi d'adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous défendons bien sûr le français comme langue de formation, comme langue de travail, comme langue économique. Voilà, et je voudrais saluer d'ailleurs le général Camille Laouès, qui est d'Abidjan et qui est en direct sur notre visioconférence et qui est notre nouveau responsable à Abidjan. Et les entreprises françaises, je sais, pourront bénéficier de l'ensemble de son concours et de son savoir-faire. Et je salue aussi mon ami Joseph Peralba, que je trouve en pleine forme, et je suis content de le revoir. Donc voilà, je vais présenter mon ami Jean-Louis Levet. Comme vous savez, Jean-Louis Levet est un grand économiste. Il a été missionné en 2019 par le Premier ministre pour proposer une nouvelle stratégie d'exploitation et d'exploration durable des ressources minérales des grands fonds marins. Et il a été chargé depuis janvier 2021 de mettre en œuvre ces propositions, ce qui prouve que ces propositions ont été approuvées et elles ont été décidé au plus haut niveau de l'appareil d'État français de les mettre en œuvre. Nommé précédemment haut responsable de la coopération technologique et industrielle franco-algérienne et reconduit dans ses fonctions où il a fait un travail tout à fait remarquable pour les entreprises françaises et algériennes. Docteur d'État en sciences économiques, il a exercé de multiples responsabilités comme fil conducteur l'économie industrielle et bien sûr l'innovation. Dans la sphère publique, notamment auprès du Premier ministre, et puis ensuite à la direction du Commissariat général du plan, comme directeur général de l'Institut de recherche économique et sociale de Paris, comme directeur de la stratégie d'un grand groupe industriel. Il a publié une vingtaine d'ouvrages consacrés aux questions économiques et industrielles qui animent régulièrement le débat public. Et encore une fois, je voudrais le remercier d'être avec nous aujourd'hui parce que nous allons avoir une conférence passionnante et stratégique pour notre pays. Jean-Louis, je te passe la parole et je te remercie encore une fois. Alors, de Paris, on ne te voit pas bien. Ah, mais tu dis quelques mots? Monsieur le Président, a priori, Manuela Maillet doit dire quelques mots. Ah, très volontiers, bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Et puis, je passerai la parole à Jean-Louis Levet. Bien, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je tiens à excuser David Marguerite, président de la communauté d'agglomération du Cotentin, qui n'a pu se libérer pour être ici parmi vous. C'est un véritable plaisir pour la communauté et je salue Catherine Gentil qui est maire adjoint à Cherbourg-en-Cotentin, puisque Cité de la Mer est sur Cherbourg-en-Cotentin, donc est membre aussi du conseil d'administration. Donc c'est un plaisir pour la communauté d'agglomération de pouvoir en partenariat, et merci à vous Monsieur Gentilly, donc président du Forum francophone des affaires, et Bernard Covin, bien évidemment, d'avoir fait en sorte de répondre à cette demande du Cotentin d'organiser cette conférence.
Remercier bien évidemment Monsieur Levet qui est là, d'avoir accepté de vous présenter cette conférence. C'est important de pouvoir le présenter à la fois aux étudiants, mais aussi à tous les partenaires, et ce lien public-privé qui est extrêmement aussi important à développer. Grâce à vous, nous allons pouvoir voilà, innover et imaginer de nouveaux projets aussi autour de la mer. Alors, ce n'est pas anodin pour la communauté d'agglomération d'organiser et d'initier des conférences et des événements comme celui-ci, parce que le Cotentin est une terre maritime qui cherche à développer cette identité, de pouvoir mettre en valeur en définissant une stratégie ambitieuse qui est clairement affichée dans cette feuille de route 2030. Alors, consolider le maritime, c'est un levier de développement et c'est un véritable facteur d'attractivité pour notre territoire. Alors, il s'agit d'un enjeu de pouvoir réaffirmer ce lien, la terre et la mer. Le Cotentin est aussi une terre, mais c'est aussi une mer avec tous ces atouts que l'on connaît et que vous travaillez vous-même dans votre institution. Ce 220 km de côte, hein, un littoral qui est grand, avec un certain nombre d'atouts. Et pour ne pas citer ce lieu qui est la Cité de la Mer, qui est une véritable institution à l'éducation, à la sensibilisation, à la transmission. Et c'est grâce à des événements comme ces conférences où on peut travailler sur cette transmission des éléments. Et la Cité de la Mer est vraiment la base et le socle de cette filière. Alors, on a aussi toutes les autres filières, hein, celle de l'Intec-Mer, pour ne pas le citer, et notamment le lycée maritime qui permet aussi de travailler sur les métiers. Et puis, ces entreprises renommées que l'on connaît ici et qui vont aussi sur l'international. Et puis, tout l'aspect loisir avec nos 19 bases nautiques. Donc, effectivement, on a voilà, une grande variété pour faire en sorte que le Cotentin soit réellement une identité maritime. Alors, nous avons intitulé cette conférence « Autour de la mer », puisque, comme vous le disiez, l'intervention de Jean-Louis Levet va s'attacher prioritairement à nous faire part de ces enjeux sur l'exploration, mais aussi l'exploitation des grands fonds marins. Et on oublie souvent de le dire, mais la France est quand même la deuxième puissance maritime du monde. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, il y a une véritable place à faire en sorte de travailler autour de ces sujets. Donc, c'est un sujet d'actualité, hein, que vous allez investir ce matin ensemble, puisqu'il y a eu la remise début 2021 de votre rapport qui a défini une véritable stratégie et des grandes priorités en la matière. Donc je vous souhaite une excellente conférence, je vous souhaite un bon débat et à très bientôt pour travailler ensemble sur cette identité maritime. Monsieur Levette, tout à l'heure, nous visiterons la Cité de la Mer et je voudrais vous dire le plaisir que les équipes de la Cité de la Mer ont de vous accueillir, parce qu'il y a 20 ans, lorsque j'ai créé la Cité de la Mer, nous l'avons créée autour d'un ADN, qui est l'aventure des hommes dans les abysses. Et que malheureusement, depuis 20 ans, nous tempêtons en permanence sur le fait que cet enjeu extraordinaire pour l'humanité, l'avenir de l'humanité, de la conquête des abysses, mais au sens des promesses, la biodiversité, l'influence sur le climat, les métaux rares et bien d'autres, était sans réponse. Et en l'espace de 2-3 ans, grâce à votre rapport, grâce à votre nomination de conseiller spécial auprès de Denis Robin, que nous avons accueilli ici, et grâce aussi aux propos du président de la République en octobre dernier, qui a inscrit ces politiques que vous souhaitez dans le plan d'intégration 2030, nous sommes là très heureux parce que enfin, notre pays, qui a pris à peu près 20 à 30 années de silence sur les grands fonds marins, et on le voit bien aujourd'hui avec les projets d'Ifremer, en particulier partenaire de la Cité, et c'est là que votre conférence nous intéresse bigrement,
à la fois citer la mer, mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour revenir tranquillement dans les années qui viennent, dialoguer avec les étudiants, les lycéens, puisqu'ici, Génération Océan nous permet de transmettre à 8000 jeunes scolaires chaque année, les sensibiliser à tous ces enjeux. Et c'est probablement la dernière conquête de l'humanité, c'est probablement la dernière frontière, l'ultime frontière des grands fonds. Enfin, les pouvoirs publics s'y intéressent, et en partie grâce à vous. Et donc, moi, je suis très heureux de cette conférence, et je vous passe la parole. À vous. Merci, Monsieur Cauvin. Oh, je vais rester ici, je trouve que c'est plus, on est plus près de nos jeunes. Merci, Monsieur le directeur de la Cité de la Mer. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Ça va me permettre aussi de découvrir la Cité de la Mer tout à l'heure, qui est un outil d'éducation, de sensibilisation, d'échange, qui est vraiment unique en France. Merci, Madame la Vice-Présidente. Merci à Steph Gentilly également, qui contribue à l'organisation de cette conférence. Tout à fait entre nous, faire une conférence à 9h du matin, je peux vous dire que ce n'est pas très facile, mais on va se concentrer. Et je suis ravi d'avoir autant de jeunes devant moi et bien sûr en visio un certain nombre d'amis en Afrique et dans d'autres pays. D'autant que le Forum francophone des affaires est sur le plan économique le bras armé de notre francophonie. C'est donc un outil d'influence qui est évidemment considérable pour nous toutes et tous. Alors parler des grands fonds autour de la mer, comme il y a beaucoup d'étudiants ici, vous connaissez votre histoire, donc on va la rappeler peut-être rapidement. Les océans et la mer ont toujours été au cœur de l'histoire du monde depuis 1000 ans, et encore plus aujourd'hui, et encore plus demain. Alors balayons peut-être en 3 minutes ce qui s'est passé depuis 1000 ans. Il faut être ambitieux, parfois aller à l'essentiel. En général, les historiens considère qu'il y a eu 3 grands moments dans l'histoire des océans, l'histoire des empires, les relations entre les États, les populations et la mer. Le premier moment qui va grosso modo de l'Antiquité, des thalassocraties jusqu'aux grandes découvertes du milieu du XVe siècle. Et là, vous connaissez toutes ces aventures. La Crète qui va commencer, qui va être finalement la matrice avec la Méditerranée, cette matrice de constitution des futurs empires maritimes, qui va être la première cité-État qui va développer une stratégie maritime qui combine à la fois puissance et commerce. Nous aurons après, bien sûr, les Phéniciens, qu'on a tous étudié à l'école, avec cette économie de comptoir jusqu'à Carthage. Et puis on a eu ensuite toute l'Odyssée grecque, avec toutes ces cités grecques qui ont essaimé autour de la Méditerranée. C'est d'abord un univers marin, la Grèce, bien sûr. Tout le monde a lu l'Iliade et l'Odyssée. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille. Mais il n'y avait pas assez en Grèce de puissance, d'infrastructure politique pour que la Grèce véritablement devienne un empire politique. Et puis on a Rome, bien sûr, qui est plus terrestre, terrienne que maritime, mais sa recherche de domination sur la Méditerranée va la pousser à conquérir à la fois la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale. On a bien sûr l'aventure viking dans le nord, et puis on a Gênes et Venise, bien sûr, que nous connaissons tous, qui sont vraiment les 2 villes qui vont inventer l'avenir. L'invention du crédit à Gênes, qui va permettre de financer les grandes explorations et les grandes expéditions à long terme, avec le négoce, et puis Venise, bien sûr, avec toute sa puissance, qui va pouvoir rivaliser avec l'Empire ottoman à elle toute seule, parce qu'elle contrôle les échanges entre l'Orient et l'Occident. Donc vous avez toute cette première période qui est absolument extraordinaire. Et puis, on va entrer dans un deuxième moment. Fernand Braudel, bien sûr, dans son livre « La Méditerranée », nous raconte toutes ces aventures. Le deuxième moment, c'est l'âge des colonies qui vont aller jusqu'en 1945, évidemment avec l'esclavage, le pillage et tout ce qui a pu accompagner, bien sûr, ces empires coloniaux. Les grands empires coloniaux, bien sûr, ça va être évidemment la Grande-Bretagne, qui va probablement constituer le plus grand empire maritime dans l'histoire du monde, qui va durer plus d'un siècle. Le Commonwealth en est encore le succédané, mais c'est un outil d'influence pour les Britanniques qui est considérable. On a bien sûr des pays comme l'Allemagne, le Japon, la Russie, l'Allemagne notamment sur la question des grandes profondeurs, la Russie assez tardivement, le Japon qui vont chercher à construire des empires maritimes, et la France, mais la France par intermittence, parce que la plupart de nos grands souverains n'ont pas toujours perçu l'importance du fait maritime. Et puis nous arrivons progressivement à cette période actuelle qu'on appelle celle des acteurs globaux, depuis en gros la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui,
avec un grand acteur global, bien sûr, les États-Unis, qui sont aujourd'hui la plus grande puissance maritime, puissance effective, à la fois en termes de flotte, d'équipements technologiques, avec le dollar, avec toute la stratégie d'influence, avec les normes qui cherchent aussi à imposer, tout ce qu'on appelle le soft power. Vous avez la Chine aussi, qui cherche à devenir un acteur global aujourd'hui. Et puis l'Inde également, qui depuis quelques années se rend compte que si elle a la Chine au nord, ben elle a un océan qui porte son nom, et donc elle a vocation aussi à devenir un grand empire maritime. Donc vous voyez, aujourd'hui, vous avez un acteur global effectif que sont les États-Unis, la Chine en constitution et l'Inde en devenir. Chine, États-Unis, Inde. On voit évidemment l'importance pour la France, qui est la deuxième zone maritime du monde, comme le rappelait Madame la vice-présidente, et aussi l'Union européenne et l'Europe d'une façon générale, d'exister dans ce monde de demain, où finalement la grande leçon que nous retenons de cette très rapide mise en perspective historique, c'est qu'en fait, la géopolitique des terres est indissociable de la géopolitique des mers. C'est vraiment l'enseignement qu'il faut retenir aujourd'hui si on veut se projeter pour les 50 prochaines années. Alors, lorsque cette mission m'a été confiée par le Premier ministre et le secrétaire général de la mer en fin 2019, je peux vous assurer que je n'ai pas du tout rassuré mes interlocuteurs parce que je ne connaissais absolument rien à cette question. Bon, je fais de la natation, j'adore la mer, mais ça n'allait pas au-delà. Au-delà de 10 mètres, j'ai tendance à être un peu claustrophobe, donc quand les personnes ont su que c'était moi qui étais chargé de cette question, je pense qu'il y a eu panique à bord. Qu'est-ce que c'est que ces hauts fonctionnaires qui connaissent strictement rien aux questions de la mer, on va perdre un temps fou. Je suis arrivé à avenue de Ségur, qui est le bâtiment où l'ensemble des équipes du Premier ministre sont réunies. Le premier jour, j'ai passé beaucoup de temps sans boussole à essayer de trouver mon bureau dans des couloirs qui n'en finissaient pas, avec du blanc partout, peu de points de repère. Donc j'étais quand même mal parti pour avoir une boussole et avancer sur les questions maritimes. Et dès le deuxième jour, j'ai rencontré une demi-douzaine de personnalités du monde maritime. À peine arrivé, le lendemain, j'avais trouvé mon bureau un peu plus rapidement le mardi matin. Et la salle de réunion, qui était à l'étage en dessous, il m'a fallu quand même quelques minutes pour y arriver. Et puis là, je rencontre une demi-douzaine de personnes, des personnalités importantes du monde maritime. Donc j'étais évidemment impressionné. Je m'assois à côté de la principale personnalité. J'évite de me mettre en tête de table pour bien montrer que je ne suis pas là pour présider une réunion. Et la personne qui est à mes côtés, qui est une personnalité très importante, formidable du monde maritime, me dit « Monsieur Levet, on est très heureux que le gouvernement ait nommé un monsieur grand fond marin. Vous allez pouvoir suivre nos dossiers. » Et je me tourne vers lui, je dis « Vous savez, je ne suis pas du tout là pour suivre. Je suis là pour précéder, je suis là pour accompagner, je suis là pour créer avec vous une dynamique collective. Et si je ne le fais pas avec vous, je ne pourrai rien faire. » Pendant une seconde, il y a eu un silence terrible dans la salle. Les personnes qui étaient là attendaient que le président intervienne, dise quelque chose. Le président, à ce moment-là, au bout d'une seconde, c'est très long pendant une réunion, une seconde, part avec un rire absolument homérique, rabelaisien, et s'adresse à ses amis et leur dit « Écoutez, c'est bien la première fois qu'un haut fonctionnaire me parle de cette façon. » Il se tourne vers moi, il me tend la main, on se serre la main, et la relation de confiance a commencé là. Et donc très vite, il fallait bien sûr rencontrer le plus de personnes pour comprendre ces enjeux. Et donc, grâce aux personnes que j'ai rencontrées, grâce à l'équipe du secrétariat général de la mer, à son secrétaire général, Denis Robin, à Jean-François Queyrat, le secrétaire général adjoint, en utilisant beaucoup Internet, j'ai rencontré un peu plus de 150 personnes en 5 semaines, ce qui fait un certain nombre de personnes par jour, si vous divisez par le nombre de jours, c'est l'avantage du téléphone. Et très vite, grâce à ces personnes, j'ai essayé d'apprendre beaucoup, de comprendre ce qui se passait, de lire aussi les publications des chercheurs, de lire des thèses, de lire des rapports de l'IFREMER, d'organisations internationales, d'ONG, de l'Agence internationale des fonds marins, de la Commission européenne, de la Banque mondiale, de l'OCDE, bref, essayer de comprendre cet environnement et voir comment nous pouvions créer une dynamique collective. Mon objectif, ce n'était pas de faire un rapport de plus. Vous savez, un rapport de plus qui finit dans un tiroir, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il fallait que ce rapport soit la traduction d'un travail collectif et qu'on montre à l'ensemble du monde politique que dans ce pays, qui a un long engagement dans les fonds marins, moi, gamin, je regardais Cousteau à la télévision. Bon, vous, je pense que ce nom vous dit forcément quelque chose.
J'ai vu le commandant Cousteau, j'ai vu le fils Cousteau dans les années 70-80, 1980, hein, pas 1880 quand même, mais qui était vraiment, c'était impressionnant de voir ces documentaires extraordinaires sur les grands fonds marins. Et c'est vrai que quand je lisais 20 milieux sous les mers gamin, je ne m'imaginais pas quelques décennies après être en charge de cette question, de me retrouver devant vous pour en parler. Donc je ne suis pas un expert de ces questions, j'ai simplement cherché à comprendre ces enjeux et à essayer de créer une dynamique collective avec l'ensemble de ces acteurs. Donc très vite, quelques éléments de méthode, ça peut vous intéresser en tant qu'étudiant. J'ai créé un groupe de travail qui réunissait les 7 ministères concernés. Je ne vais pas les citer, ça va être très long. Et un autre groupe de travail qui réunissait l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'industrie, tout en rencontrant des ONG, des associations, des fondations, etc., des organismes internationaux, etc., de façon à commencer à créer des convergences d'analyse de ces différents acteurs. Parce que je voyais bien que si je réunissais tout le monde d'un coup, on aurait beaucoup de mal. D'ailleurs, quand j'ai commencé à rencontrer mes interlocuteurs ministériels, qui sont tous des personnes de grande qualité, la première fois que j'en ai vu un, je suis rentré dans son bureau, il m'a dit « Ah, monsieur Levé, enfin quelqu'un qui s'occupe des grands fonds marins et qui va nous mettre en relation les uns les autres. » Parce que nous n'avons pas vocation à travailler naturellement ensemble si nous ne partageons pas un projet commun. Chacun avance dans son domaine de compétences, ce qui est tout à fait normal. Et donc, ces deux groupes ont avancé, je les ai réunis chaque semaine, et puis au bout d'un mois, je me suis rendu compte que la convergence se faisait au sein des deux groupes et entre les deux groupes, sur les analyses, sur les propositions que je faisais en termes de priorité, de stratégie. Et donc très vite, j'ai fusionné ces deux groupes en un seul groupe de travail, une trentaine de personnes. On a commencé, donc chaque groupe a commencé en janvier, je les ai fusionnés en fin février. Nous avons démarré en mars, le Covid est arrivé à ce moment-là. Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, on a pu travailler ensemble avec 1h30 de réunion tous les lundis matins, pas à 9h, à midi, avec des notes à faire avant, à débattre, à compléter ensuite. Et donc on a eu ce rythme pendant 6 mois et ça m'a permis au mois de juin, tout en continuant à animer ces réunions, de rédiger ce rapport qui est confidentiel, puisque Matignon a considéré qu'il devait être confidentiel, mais j'insiste beaucoup sur le fait que si j'assume la rédaction de ce rapport, les 34 annexes sont au moins aussi importantes que ce que j'ai pu écrire, parce qu'elles résultent de toutes ces notes, de tous ces travaux qui ont été faits dans ce groupe de travail, et sans lesquels ce rapport n'aurait pas existé. Donc si je suis là devant vous, c'est parce que toutes ces personnes ont bien voulu travailler avec moi et créer ensemble cette dynamique collective. Donc je tiens évidemment à les remercier beaucoup, et c'est cette dynamique qui nous est utile aujourd'hui pour mettre en œuvre cette stratégie. Ce rapport a été labellisé par le Premier ministre. On a eu plusieurs réunions interministérielles, bien sûr, pour échanger à nouveau avec les cabinets de l'ensemble des ministres concernés. On a eu un comité interministériel de la mer qui se réunit chaque année, qui réunit l'ensemble des ministères sous la présidence du Premier ministre, donc Jean Castex, en janvier 21 de cette année. Voilà, et donc les priorités, les projets que nous avons proposés, l'évaluation des moyens humains, techniques, financiers, sur 10 ans, ont été retenus, et donc j'ai été chargé de mettre en œuvre cette stratégie. Voilà, et nous la mettons en œuvre, bien sûr, ensemble, avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des acteurs de la recherche, de l'industrie, et l'ensemble de ces membres qui sont dans ce groupe de travail. Voilà, j'insiste sur les questions de méthode, parce que c'est absolument essentiel, et comme on est entre nous, et que tout ce qui se dit ici ne sort pas d'ici, on est quand même en France dans un univers technocratique assez complexe, où les modes d'organisation évoluent peu, qui ont tendance à produire du conformisme, à tuer un peu la créativité, où il y a souvent beaucoup d'obstacles administratifs à franchir. J'ai fait un peu d'athlétisme du 110 mètres haies. L'avantage du 110 mètres haies, c'est que vous savez que vous avez 10 haies, vous savez à quelle hauteur elles sont, et vous savez quelle distance il y a entre chaque haie. Dans le monde technocratique, vous ne savez pas où sont les haies, vous ne savez pas à quelle hauteur elles sont, il y en a une qui peut sortir au dernier moment, et vous ne savez pas la distance qu'il y a entre ces haies. Donc c'est un monde assez compliqué, un mélange de 110 mètres haies et de 3000 steeples. Et en tout cas, il y a une chose que je vous conseille, c'est que quand vous avez un lourd obstacle en face de vous, ne cherchez pas à le modifier, vous le contournez. Albert Camus a bien dit, il faut imaginer Sisyphe heureux, mais là, je n'avais pas le temps d'être Sisyphe, et il fallait avancer assez rapidement. Quand il y a un obstacle, on le contourne et on garde le cap. Donc il faut être à la fois agile et stratège et garder le cap. C'est ce qu'on a essayé de faire collectivement. Sur le sujet proprement dit, peut-être 3 points principaux. Il me reste 30 minutes, hein, vous me direz, Président. Un premier point, ce qui est important, c'est d'avoir une compréhension globale
de cette question de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins. Soit nous partons juste du sujet des ressources minérales, et on a le nez sur les amas sulfurés, sur les nodules polymétalliques, sur les encroûtements cobaltifères, j'ai découvert tout ça. J'ai réussi à les dire d'un coup, là. À 9h30, je suis content. Et en même temps, on risque de ne pas aller bien loin. Donc comment on resitue ça dans un contexte plus global? Et en fait, la compréhension globale que nous avons proposée, c'est 3 choses. Première chose, le contexte général, et ça vous le savez, moi je ne le savais pas, c'est la relation océan-climat. J'ai appris que l'océan était le principal outil, avec les forêts, le principal outil régulateur du climat. Comme le changement climatique est notre enjeu, pas majeur, mais structurant du siècle qui vient, on comprend très vite, même quand on n'est pas expert, qu'une connaissance de l'océan, une non-pollution de l'océan, une bonne exploitation durable des océans, c'est évidemment essentiel pour le changement climatique. Et je me rappelle cette phrase d'Antonio Guterres, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois que c'est l'année dernière, qui a dit « La vie sous l'eau est indispensable à la vie sur Terre ». On devrait le mettre au fronton de partout. La vie sous l'eau est indispensable à la vie sur Terre. Donc cette relation océan-climat, ça c'est notre contexte général. Nous savons aujourd'hui que l'essentiel de la faune, de la flore que nous essayons de comprendre, demain peut guérir par exemple un grand nombre de cancers. Donc c'est vraiment fondamental. Ça c'est le contexte général. Après il y a le cadre. Il y a un cadre qui existe, ce sont les objectifs du développement durable des Nations Unies. Et là nous avons essayé de voir en quoi l'exploration et une exploitation durable des grands fonds marins correspond à des objectifs du développement durable, pour certains, ou au contraire est opposé à d'autres objectifs du développement durable. Donc ça nous donne quand même un cadre méthodologique important. Et puis il y a la perspective. Et la perspective, bien sûr, c'est l'évolution de notre mode de développement pour passer d'un système de croissance fondé sur une logique linéaire, on extrait, on produit, on consomme, à un système, bien sûr, fondé sur l'économie circulaire pour aller vers une économie décarbonée, moins inégalitaire et durable, qui est évidemment l'autre enjeu fondamental des prochaines décennies. Et ça, c'est un enjeu, là aussi, très important. Vous voyez, un contexte, océan-climat, un cadre, les objectifs du développement durable et les questions d'acceptabilité sociale et environnementale, bien sûr, avec toute la question de la gouvernance mondiale des océans, avec notamment l'Agence internationale des fonds marins, qui joue un rôle très important, puisqu'elle donne des permis d'exploration aux États qui ont un règlement extrêmement précis à respecter pour l'exploration, et qui travaille depuis 2 ans sur un nouveau règlement pour l'exploitation éventuelle des ressources minérales des grands fonds marins, en intégrant évidemment la question des impacts environnementaux, qui est évidemment fondamentale, et la perspective vers une société décarbonée. Et en même temps, l'économie des métaux, plusieurs chercheurs l'ont montré, Olivier Vidal et d'autres, c'est une économie qui est extrêmement incertaine parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Il peut y avoir des nouvelles technologies, des substitutions de technologies, il y a des rapports de force géopolitiques extrêmement importantes. La Chine contrôle la plus grande partie des mines terrestres. C'est le plus grand opérateur minier, donc on peut jouer sur les cours très aisément. Et finalement, ces chercheurs nous disent, finalement, il y a tellement de facteurs qui fait que les prévisions demain sont extrêmement difficiles. Et donc, quand on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, il faut quand même mieux être dans une logique d'anticipation que dans une logique d'adaptation. L'adaptation, c'est très bien. On s'adapte sous la contrainte, on avance, on s'adapte, on voit où sont les coûts, les contraintes, les opportunités. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi être dans une logique d'anticipation. Ce qui signifie à la fois produire de la connaissance en termes d'exploration et travailler à une éventuelle exploitation des fonds marins qui intègre complètement la question des impacts environnementaux. Alors quand on parle de cette compréhension globale, très vite, on se rend compte que les enjeux globaux sont gigantesques. Ils sont nombreux et ils sont en étroite relation. Vous avez des enjeux éthiques, et là on a des grandes personnalités comme Axel Kahn, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui a beaucoup travaillé sur ces questions éthiques.
que j'ai rencontrés et qui m'expliquaient combien nos générations, je reprends ces termes, doivent avoir une conscience vive, j'aime bien cette formule, une conscience vive du fait que les générations futures, la vôtre et celles qui vont suivre, doivent pouvoir profiter du bien-être de cette planète dans les meilleures conditions. Ça, c'est vraiment l'enjeu éthique, hein, anticiper sur les dizaines d'années, les siècles qui viennent. Il y a bien sûr les enjeux environnementaux, dont on parle heureusement de plus en plus, et lorsque des sondages sont faits auprès des Français sur la mer, eh bien, les questions de pollution, de plastique viennent quasiment en première position, hein, pour 75% des Français. Donc là, bien sûr, il y a une prise de conscience depuis très longtemps. Vous avez bien sûr aussi les enjeux technologiques. Il faut descendre à des profondeurs importantes. Les amas sulfurés sont les moins profonds, entre 800 et 1500 mètres, jusqu'aux nodules polymétalliques, qui peuvent être à 3-4 000 mètres, voire davantage. D'ailleurs, la Chine, le 10 novembre de l'année dernière, elle fêtera ça demain, je pense, a pu envoyer un submersible à 10 000 mètres de profondeur, je crois, hein, dans la fosse des Mariannes, et a permis la première transmission en direct, ce qui est évidemment un atout pour la Chine d'influence, de propagande qui est évidemment considérable, hein, avec toute l'approche des routes dites de la soie, hein, qui consiste à sécuriser bien sûr tous ces approvisionnements à travers la planète. Et puis vous avez bien sûr les enjeux de gouvernance que nous évoquions tout à l'heure, avec notamment l'Agence internationale des fonds marins, et le fait que l'approche multilatérale, le multilatéralisme là, est absolument essentiel dans la gouvernance, sinon on ne veut pas que tel État dominant impose ensuite ces normes, une non prise en compte des enjeux éthiques, environnementaux, etc. Et puis bien sûr des enjeux juridiques et des enjeux scientifiques. Autrement dit, sur toute la question de l'exploration vers une exploitation éventuelle des fonds marins, vous avez une équation finalement à 4 inconnus qui commence à être de moins en moins inconnue. La première, c'est tout ce qui va être connaissance et maîtrise des technologies qui vont nous permettre de mieux comprendre les écosystèmes, les liens entre ressources minérales et écosystèmes, la colonne d'eau, l'état de référence, bien sûr, de cette colonne d'eau, autrement dit, l'état initial avant que l'homme, avant que les êtres humains n'interviennent. Vous avez un deuxième inconnu, c'est bien sûr l'impact environnemental qu'il faut impérativement étudier. La troisième, c'est le modèle économique. Il faut aussi que ce soit à terme rentable pour les entreprises et l'État. Et je ne parle pas que de la rentabilité financière, mais de la rentabilité économique, sinon les entreprises ne se mobiliseront pas. Et puis la quatrième, bien sûr, c'est tout ce qui concerne l'acceptabilité sociale par les populations qui doivent être bien sûr intégrées aux choix éventuels à faire demain. Donc voilà ce premier point, une compréhension globale de ce sujet qui paraît vraiment indispensable. Et donc, tout naturellement, on arrive ensuite à un deuxième point qui est la mondialisation dans laquelle nous rentrons, cette nouvelle étape de la mondialisation qui est de plus en plus influencée par une approche mercantiliste, où l'affrontement a tendance à se substituer à la coopération. Et c'est pour ça que la France et l'Union européenne cherchent toujours à mettre en avant le multilatéralisme. Je ne vais pas rappeler l'actualité encore de ces dernières semaines, où on voit combien les logiques d'affrontement, malheureusement, prennent le pas sur des logiques de coopération. Eh bien, dans cette nouvelle mondialisation, nous constatons qu'il y a une emprise croissante des États, M. Covin l'évoquait tout à l'heure, sur les grands fonds marins, alors que la France est peut-être d'ailleurs le premier pays à s'être engagé sur les grands fonds marins à la fin des années 60. D'ailleurs, De Gaulle avait créé à l'époque le Centre national d'exploitation des fonds marins, l'ancêtre de l'IFREMER. Ça devait être dans les années 68-69, je crois. Et il y avait à la fois cette envie de développer l'aventure spatiale à la fin des années 50 et l'aventure sous-marine à la fin des années 60. Donc la France a été vraiment une pionnière, très vite rejointe ensuite par les États-Unis, le Japon et d'autres pays. Donc la France a un long engagement dans ce domaine qu'il ne faut surtout évidemment pas laisser tomber. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe à l'échelle mondiale par rapport au bref rappel historique que j'ai fait tout à l'heure, trop rapide, on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes invariants, mais il y a des éléments nouveaux. Il y a 3 nouveaux. Le premier, c'est le fait que la globalisation
a entraîné, et la financiarisation du capitalisme, un morcellement des chaînes de valeur des grands groupes, et donc des chaînes d'approvisionnement. Et il a fallu la pandémie du Covid-19 pour qu'un certain nombre de responsables, enfin, découvrent sous la contrainte maximale, d'où le fait de privilégier l'anticipation sur l'adaptation, que nous étions totalement dépendants d'autres pays où nous avions massivement délocalisé un certain nombre de productions, mais aussi très dépendants pour l'importation même des métaux stratégiques qui sont importants pour nous. C'est une chose que d'en interdire l'exploitation chez nous, c'en est une autre que de favoriser l'exploitation dans les autres pays pour ensuite les importer. C'est quand même d'une relative hypocrisie. Le deuxième point, c'est la mer, source d'énergie demain, bien sûr. Les éoliennes, les marais, là on a des enjeux de production d'énergie considérables. Et le troisième point nouveau, c'est précisément l'exploitation des océans, à la fois par la pêche, qui fait vivre 300 millions de gens dans le monde en direct, dont probablement encore davantage. C'est aussi, bien sûr, les ressources minérales, c'est le génie génétique aussi, hein, avec une connaissance de la faune et de la flore qui va jouer demain un rôle de plus en plus important. Deux volets dans cette mondialisation, sur cette emprise croissante des États. Il y a ce qu'on appelle la zone, c'est-à-dire les eaux internationales, hein, qui est gérée donc par l'Agence internationale des fonds marins. Et puis après, il y a les stratégies nationales des États. Peut-être rapidement sur ces deux volets. Si on prend la présence des États dans les eaux internationales, donc qui sont gérées par l'Agence internationale des fonds marins, qui distribue des permis d'exploration pour une durée de 5 ans, renouvelable plusieurs fois. Eh bien, si je prends simplement les 10 dernières années, de 2011 à 2019, c'est 21 permis qui sont octroyés à différents États. Aujourd'hui, nous sommes à 30. Donc très vite, on voit qu'en moins de 15 ans, vous avez aujourd'hui une trentaine de permis d'exploration qui ont été attribués à une bonne douzaine, une bonne quinzaine d'États dans la planète. Alors, je ne vais pas les passer en revue, mais la Chine en a 5. C'est le pays qui en a le plus. En Europe, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni en ont 2. La France a un permis dans la zone de Clarion-Clipperton, donc très loin à l'ouest du Mexique, et dans la zone médio-atlantique. D'ailleurs, celui de Clarion-Clipperton vient à échéance et va être renouvelé à la fin de cette année, quand la IFM va réunir son assemblée mi-décembre. C'est donc un sujet d'actualité sur lequel nous travaillons déjà depuis 1 an et demi. L'autre, je crois, court jusqu'en 2025 ou 2026. La Belgique doit en avoir un, la Pologne aussi, le Portugal. Vous avez en Asie des pays comme l'Inde qui doit avoir 2 permis, le Japon qui en a un, Singapour, l'Inde, je crois qu'il y en a 2. Puis vous avez des États insulaires aussi, hein, Papouasie, Nauru, Kiribati, des États insulaires, bien sûr, qui aussi ont un permis. Et en général, ce permis, le contractant est parfois un grand groupe minier, en général nord-américain. Donc évidemment, ces grands groupes auront tendance à aller rapidement vers l'exploitation des grands fonds marins, notamment certains qui ont fusionné aujourd'hui, qui sont des groupes importants, canadiens, américains, et qui évidemment poussent à l'exploitation des grands fonds marins pour des raisons très simples. Hein. Vous lisez leur rapport annuel aux actionnaires, ils disent, ben voilà, dans 10, dans 15 ans, 25% des moteurs des voitures seront électriques, donc un certain nombre de métaux qu'il faudra fournir. Eh bien, par ces permis, nous irons les chercher à 1000, 1500, 2000, 3000 mètres de profondeur. Et donc, nous souhaitons bien sûr que nous puissions avoir ces permis d'exploitation. Ce qui n'empêche pas aussi de travailler avec ces États dans leur propre zone économique exclusive. Donc là, un premier enjeu qui est donc qui montre un intérêt croissant des États dans le domaine national, mais au moins nous avons une gouvernance qu'il faut évidemment renforcer, mais au moins qui existe. Puis vous avez après les stratégies des États dans leur propre zone économique exclusive. Et là, j'ai suggéré, et je remercie vraiment beaucoup, au ministère des Affaires étrangères, auprès d'une quinzaine de nos postes, de nos ambassades dans une quinzaine de pays, d'essayer de nous dire quelle est la stratégie de ces pays. On a fait un choix, bien sûr. D'une part, quels sont les modes d'organisation de leur stratégie. Parce que si les modes d'organisation sont très corrélés à la stratégie, c'est-à-dire que leur stratégie est vraiment en train de se mettre en œuvre, si j'ai l'organisation derrière qui est adaptée. Et puis une troisième question, quelle perception ces pays ont de la France dans le domaine maritime. Et en fait, très vite, toutes ces notes ont été réalisées entre février
mai 2020, donc en plein Covid. Donc là encore, un grand merci à tous ces postes d'ambassade. Et en fait, on a pu, avec nos amis des affaires étrangères, dresser en fait une typologie assez simple en fonction des objectifs. En gros, il y a 4 types de stratégies. Premier type de stratégie, des États qui ont comme objectif un intérêt géostratégique et une sécurisation de leurs approvisionnements. Là, évidemment, vous allez trouver la Chine. Aussi la Russie. Mais la Russie est un territoire tellement gigantesque que pour l'instant, elle s'intéresse plus aux enjeux terrestres qu'aux enjeux marins, même si elle les regarde de près. Vous avez un deuxième type de stratégie qui a pour objectif d'abord d'approvisionner l'industrie nationale. Et donc, là, évidemment, vous allez trouver les pays industrialisés où l'industrie joue un rôle important, plus de 20, plus de 25% du produit intérieur brut. Donc ça va être l'Allemagne, la Corée du Sud, le Japon, j'en oublie sûrement, les États-Unis, évidemment, qui ont d'abord pour objectif d'approvisionner leur industrie. Le ministère de l'Intérieur, le service géologie du ministère de l'Intérieur américain, dans son premier rapport, je crois que c'est en 2010, s'est dit quels sont les minerais dont nous avons besoin pour l'industrie américaine. Ils en ont identifié 61. Et une fois qu'ils ont identifié ces 61 minerais, ils se sont dit, cuivre, cobalt, lithium, enfin que sais-je, ils se sont dit quels sont ceux dont nous dépendons le plus. Et ils se sont rendus compte que sur 61 minerais, 21 étaient d'une vulnérabilité totale, c'est-à-dire qu'ils étaient importés à 100%, en général d'un tout petit nombre de pays, dont la Chine, et 17 étaient d'une très forte vulnérabilité. C'est-à-dire que plus de la moitié de ces minerais, les États-Unis en sont quasiment complètement dépendants. Donc vous comprenez que dans une mondialisation où les effets de domination sont très forts, et où un pays comme les États-Unis a besoin de développer son industrie, a fortiori aujourd'hui, c'est évidemment un enjeu vital, y compris pour les autres pays industrialisés, et y compris pour la France. Troisième type de stratégie, des pays qui ont d'abord pour objectif un développement économique. En quoi l'exploitation des métaux peut être un facteur de développement économique. Donc là, on va trouver des pays aussi différents que le Brésil, par exemple, que la Norvège, par exemple, en Europe. La Norvège, grand pays pétrolier, qui a probablement un des plus grands fonds souverains de la planète, et qui aujourd'hui souhaite faire de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins de sa zone économique, où il y a essentiellement des nodules polymétalliques, qui prennent la suite en fait de l'extraction du pétrole. Donc là, on a une vraie stratégie sur 50 ans qui commence à se dessiner en Norvège. Ils ont revu leur code minier en un peu moins d'1 an, code minier adapté au sol, comment il doit être adapté aux grands fonds marins. Et il est probable qu'en 2022-2023, elle donne déjà des permis d'exploration susceptibles de déboucher sur des permis d'exploitation. Donc vous avez déjà plusieurs start-up en Norvège qui commencent à se créer pour être en position dès l'année prochaine. Puis vous avez d'autres pays aussi, comme l'Inde, par exemple, bien sûr, qui en fait aussi un enjeu de développement économique. Sans doute il y en a d'autres, je ne les ai pas tous en tête. Et puis quatrième objectif, quatrième typologie, ce sont des pays qui ont essentiellement un objectif de connaissance scientifique. Donc là, on va trouver des pays aussi différents que le Chili, par exemple, qui a une réglementation extrêmement restrictive sur l'exploitation des grands fonds marins, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie ou le Danemark en Europe. Donc oui, sur cette compréhension des stratégies des États, on voit bien cette montée en puissance très rapide à travers les demandes de permis d'exploration susceptibles demain de déboucher, une fois que le règlement de l'EIFM sera finalisé, sur des permis d'exploitation. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur ces questions, mais enfin en tout cas, on avance. Et en même temps, ces États ont des stratégies, je dirais, d'intérêt national sur les grands fonds marins. Et nous nous sommes rendus compte que leur mode d'organisation ont été mis en place pour développer ces stratégies nationales. Donc elles sont en train de le faire aujourd'hui. Un pays comme l'Allemagne, depuis 2-3 ans, a sorti un rapport sur ces questions, est en train de consolider, de fédérer ses industriels, de fédérer ses centres de recherche pour avoir une capacité collective forte. Et puis, au niveau des stratégies, donc, cette typologie qui, finalement, touche bon nombre d'États. À la fois des États dominants, des États qui
qui sont importants comme des États européens, mais aussi des États insulaires pour lesquels c'est une question aussi très, très importante. Donc ça, c'est ce deuxième point. Dans cette mondialisation de plus en plus mercantiliste, il faut être conscient que nous avons des États de plus en plus puissants qui cherchent à maîtriser l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins. Pas simplement l'exploration scientifique, mais aussi, qui est indispensable, mais aussi l'exploration en vue d'une éventuelle exploitation, donc en passant par des phases de prospection. Troisième point, la question qu'on leur a posée, comment vous voyez la France? Alors c'est très intéressant parce que c'est toujours intéressant de savoir comment les autres nous voient. On a toujours tendance à dire qu'on est les plus beaux, que le monde entier nous regarde, mais c'est bien de savoir comment les autres nous regardent. Alors en fait, il y a deux points positifs sur cette question des grands fonds marins. Un, ces pays considèrent que la France est une référence sur la question de la prise en compte des questions environnementales, des enjeux environnementaux. Ce qui est vrai. Deuxième point positif, ces pays considèrent que nous sommes un partenaire sérieux, rigoureux, lorsque nous construisons avec eux des projets de coopération. Le CNRS, l'IFREMER, le BRGM, l'Institut de recherche et développement, enfin on a bon nombre de leviers, de centres de grande qualité, d'universités, de centres techniques, d'écoles d'ingénieurs qui travaillent bien sûr avec tous ces pays, y compris des pays d'Amérique latine, la plupart des pays d'Afrique. Et donc voilà, on est pris très au sérieux sur les projets de coopération. Le point faible, c'est on ne voit pas très bien quelle est votre stratégie. On ne sait pas où vous voulez aller collectivement. On ne sait pas quel est votre projet global sur les questions océaniques. Et donc c'est ça qu'on essaie de combler. C'est important de montrer à nos partenaires actuels et à nos partenaires de demain quelle compréhension nous avons de ces enjeux. Et dans la mise en œuvre d'une stratégie, évidemment, nous devons la construire et la mettre en place avec eux. Dans un monde, encore une fois, où l'affrontement est de plus en plus présent, nous, Français, nous, Européens, qui sommes une puissance, je dirais, régionale à ambition mondiale pacifique, devons évidemment nous battre pour mettre en avant l'ensemble de ces enjeux éthiques environnementaux, sans être naïfs sur les enjeux technologiques, économiques, d'influence et de gouvernance. C'est bien sûr des enjeux extrêmement importants. Et donc il faut tenir l'ensemble de la palette de ces enjeux si on veut peser demain entre ces grands pays, États-Unis, Chine et Inde demain. Dans un dernier point, il reste 10 minutes, c'est finalement quelle stratégie avons-nous établie, proposée et qui finalement a été retenue par le Premier ministre. M. Cauvin l'évoquait tout à l'heure, et donc nous mettons en place depuis janvier dernier, et avec France 2030, vous savez, où les grands fonds marins sont un des 10 objectifs que France 2030, ce plan si j'ose dire, de réindustrialisation de la France, de l'industrie du futur, dans le domaine alimentaire, nucléaire, spatial, intelligence artificielle, bien, il y a les grands fonds marins, donc c'est aussi un outil très important pour accélérer la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Cette stratégie, en gros, d'abord, il faut se projeter sur 20-30 ans au minimum, et donc avoir une stratégie claire sur au moins les 10 ans qui viennent. Et donc, quels que soient les événements de demain, où on s'adaptera, où on les intégrera, on se fixe un cap de 10 ans. Aujourd'hui, l'enjeu, il est très important parce que, je disais tout à l'heure, si la France s'est engagée depuis très longtemps sur les questions océaniques, sur les grands fonds marins, avec des laboratoires, des centres techniques, l'IFREMER et bien d'autres acteurs, des chercheurs de vraiment de grande qualité, des équipes de grande qualité, des ingénieurs, des experts, le fait que nous n'ayons pas de stratégie nationale depuis bien longtemps fait qu'évidemment les efforts se dispersent. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vocation à travailler avec les autres quand on ne partage pas ou quand on ne construit pas des projets ensemble. Et la Cité de la Mer le sait, le fait de fédérer à Cherbourg un certain nombre d'acteurs, ça permet justement de travailler ensemble et d'avancer. Et seule une dynamique collective permet évidemment d'avancer et de faire en sorte que tout le monde se retrouve autour d'une stratégie commune. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Et comme l'ensemble des États dont j'évoquais tout à l'heure sont dans ces logiques très puissantes de mise en œuvre de stratégies nationales, à la fois dans les eaux internationales où elles ont des permis, mais aussi dans leur zone économique exclusive, eh bien, de ces 20 dernières années, nous avons reculé parce que nous avons avancé moins vite que les autres. Et on voit bien que dans les 5 ou 10 ans qui viennent, si la France, avec l'Union européenne et des partenaires européens, ne prend pas résolument en main cette question des grands fonds marins, très clairement, nous passerons en deuxième division. Là-dessus, il n'y a absolument
aucun doute. Donc l'enjeu est vraiment important. Alors une stratégie, bien sûr, c'est une vision globale, nous l'avons évoqué tout à l'heure. C'est une identification des forces, des faiblesses de la France, on les a évoquées rapidement. Et puis c'est aussi, évidemment, fixer des priorités, proposer des projets et faire une évaluation des besoins humains, techniques et financiers. C'est ce qu'on a essayé de faire. 4 priorités. Première priorité, accélérer la production de connaissances sur l'exploration des grands fonds marins, avec une ambition à la fois raisonnée et continue, et pas par à-coup, de connaissance de nos écosystèmes, des ressources minérales en lien avec les écosystèmes et la colonne d'eau dans les 10 ans qui viennent. Ça, c'est une priorité qui est fondamentale. C'est à la fois des enjeux scientifiques fondamentaux et qui peuvent nous permettre d'aboutir à une deuxième priorité qui est d'accélérer, de produire, d'intensifier la recherche sur les impacts environnementaux d'une exploration et d'une éventuelle exploitation des grands fonds marins. Là se joue une grande partie de notre stratégie d'influence de demain au niveau mondial. La troisième priorité, c'est mieux comprendre, je l'évoquais tout à l'heure, les grands enjeux globaux et l'articulation de ces grands enjeux, et développer une stratégie multipartenaire sur nos projets, à la fois avec des partenaires européens. Nous avons commencé à l'enclencher depuis le printemps dernier, avec des pays au sein de l'Union européenne, comme l'Allemagne par exemple, ou l'Europe, la Norvège, mais aussi la Pologne, le Portugal, et en même temps dans la zone Indo-Pacifique. Donc là, ce sont des pays comme l'Inde, la Corée, le Japon. Avec le Japon, nous avons un observatoire commun d'observation des grands fonds en Nouvelle-Calédonie, avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec la Corée du Sud. Donc là, nous avons des accords bilatéraux dans lesquels nous travaillons à ce que la question des grands fonds marins y soit intégrée. Avec notamment, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères qui joue là un rôle tout à fait important. Et puis la quatrième priorité, eh bien, c'est comment travailler à l'information des populations et des décideurs, et à faire en sorte que dans les choix de demain qui seront faits, eh bien, l'ensemble des parties prenantes soient impliquées. C'est toutes les questions d'acceptabilité sociale. Donc vous voyez qu'aux 4 inconnus qui sont de moins en moins inconnus au niveau microéconomique, technologie, connaissance, impact environnemental, modèle économique, acceptabilité sociale, mais nous avons 4 grandes priorités macro, si j'ose dire. Connaissance scientifique, exploration, lien ressources minérales, écosystèmes. Plus de recherche sur l'impact environnemental d'une exploitation, ça c'est fondamental. 3, mieux comprendre les enjeux globaux pour une stratégie multipartenaire en Europe et dans la zone Indo-Pacifique. 4, c'est la question évidemment des parties prenantes et du fait que l'ensemble des populations doit être à la fois informées et intégrées en amont dans des processus de décision. Et par rapport à ces 4 priorités, ou bien sûr la protection des océans, le développement des aires marines protégées, le président rappelait qu'on vise 30% d'aires protégées dans notre zone, et bien sûr un facteur important, eh bien nous avons proposé 8 projets au total. Je ne vais pas évoquer maintenant parce que je vais être un peu trop long, mais une stratégie, c'est ça. C'est une vision, des priorités, des projets, des partenaires, sur 10 ans, des moyens humains, des moyens techniques et des moyens financiers. Et c'est tout ça que nous cherchons à mettre en œuvre maintenant depuis janvier. Et tout ça me paraît fondamental parce que la mer, les océans, les grands fonds, je dirais, c'est l'avenir. En tout cas, ça doit contribuer à l'avenir de notre jeunesse. C'est pour ça que je suis vraiment emballé de vous avoir aujourd'hui, étudiants et étudiantes. J'ai l'impression de revenir quelques années en arrière. Donc c'est vraiment formidable. Et ça, je crois que c'est un enjeu important parce que l'océan, la mer, les grands fonds, ce sont autant de métiers, autant de compétences, autant d'enthousiasme. Vous savez, Kennedy avait lancé l'aventure spatiale au milieu des années 60 et ça a mobilisé tout un pays, ça lui a redonné une fierté, ça a mobilisé tous les outils de recherche, les entreprises. Eh bien, j'espère que la question des océans et des grands fonds marins sera aussi cette nouvelle frontière qui est indispensable pour redonner un avenir à notre pays. Vous avez remarqué que dans la langue française, il y a 2 mots pour signifier demain, il y a le futur et il y a l'avenir. Le futur, qu'on soit là ou pas, il s'en fout. Il y a toujours un futur.
Par contre, l'avenir, il n'y en a un que si on se mobilise collectivement. Et je pense que cette question des océans, de la mer, des grands fonds marins, c'est un levier formidable pour penser l'avenir, P-E-N-S-E-R. Sinon, demain, on pensera beaucoup de temps à penser, P-A-N-S-E-R. Et ça, ce n'est pas l'objectif d'un pays. Merci à toutes et à tous. Et je suis à votre disposition maintenant pour débattre avec vous, non seulement pour écouter vos questions, mais surtout pour écouter aussi vos propres interventions. Merci de votre patience et de votre écoute. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour cette très intéressante conférence. Je voudrais aussi saluer les 15 ambassadeurs qui nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous en visioconférence aujourd'hui. Et je voudrais leur dire que, bien sûr, ils sont invités à venir à la Cité de la Mer, où le président Bernard Covin aura le plaisir de les rencontrer. C'est aussi une cinquantaine d'entreprises qui sont en visioconférence françaises et francophones. Et je vous propose maintenant d'ouvrir le débat et de poser des questions concernant cette très intéressante conférence sur les fonds marins. Moi, j'ai une question. Est-ce que nous avons des partenaires qui suivent un peu la France dans ce domaine, où nous sommes seuls, comme d'habitude, à réfléchir et nous n'avons pas d'alliés? Avons-nous des alliés sur ce sujet? Oui, Steve, nous avons des alliés, et pour avoir des alliés, vous le savez comme moi, Président, il faut construire dans la durée des projets et une relation de confiance. Alors sur les grands fonds marins, c'est ce que nous essayons de faire, je le disais tout à l'heure, avec des pays comme l'Allemagne, la Norvège, la Pologne ou le Portugal, parce que nous pouvons aussi nous reposer sur des coopérations qui existent déjà, à la fois avec des entreprises françaises, des entreprises implantées en France, mais aussi avec le CNRS, l'IRD ou l'IFREMER, qui ont des coopérations avec ces pays, avec le Géomar en Allemagne, avec les universités de Bergen, d'Oslo, dans d'autres pays européens. Il y a aussi une collaboration active entre la France et le Japon, qui repose bien sûr sur des enjeux scientifiques qui sont tout à fait importants. Et évidemment, les Japonais sont parfaitement conscients du fait que la Chine cherche à se construire un empire maritime, et donc le Japon, bien sûr, a aussi intérêt à diversifier ses alliés, ne pas avoir que les États-Unis. Et donc la France, bien sûr, travaille avec le Japon, et nous sommes effectivement bien perçus par des pays comme l'Inde, comme la Corée du Sud, parce qu'ils nous connaissent dans des projets de coopération. Et donc ce sont ces alliés-là que nous devons avoir avec nous et bâtir des projets avec eux pour vraiment avoir une relation de confiance. Nous ne pourrons pas avancer seuls. Et comme je le disais tout à l'heure, dans cette mondialisation où l'affrontement et le mercantilisme dominent, notre culture du multilatéralisme, le fait que nous ayons des grands groupes, que nous ayons depuis quelques années beaucoup de start-up qui se développent, que nous ayons des centres de recherche, le fait qu'ils travaillent tous ensemble. On a aussi des pôles de compétitivité, MER, à Brest et à Toulon, qui regroupent 300 entreprises. Je les ai rencontrées à plusieurs reprises. On a fait des webinaires aussi ensemble pour voir quelles sont les PME, les start-up qui sont intéressées. Plusieurs dizaines d'entre elles se sont manifestées. France 2030 donne aussi un nouvel élan. Et puis, mais ça, Steph, vous le savez mieux que moi, au sein de la francophonie, la France aussi a de nombreux amis. Nous avons de nombreux projets ensemble. Actuellement, d'ailleurs, avec le Québec, nous terminons la mise au point d'un institut franco-québécois pour venir en appui aux affaires maritimes. Le comité bilatéral, d'ailleurs, a été finalisé il y a quelques jours. Nous travaillons dans le domaine des géosciences avec le Maroc, avec la Tunisie. Voilà. Donc là aussi, je crois que cette question des océans et des grands fonds marins, au sein de la francophonie, nous avons des alliés extrêmement importants. Et ça doit être une question des projets que nous devons probablement encore davantage partager avec eux. Ça arrive parfois. Steve, on ne t'entend pas. Un petit problème technique. Oui, voilà. Nous avons une question justement de l'ambassade de Thaïlande. Monsieur Baron Renaud, qui est en visioconférence, qui a une question concernant comment associer les populations. Je crois, monsieur, vous posez cette question. Il faut rebrancher vos micros, parce que si vous ne branchez pas vos micros, on ne va pas vous entendre.
Vous avez votre micro. Ça ne passe pas. Alors, je pense aujourd'hui que la question est comment associer les populations. Alors, c'est une question, bien sûr, qui est capitale. On a une expérience douloureuse dans ce domaine dont il faut tirer les enseignements avec Wallis et Futuna. Dans les années 2010-2012, Wallis et Futuna étaient considérés comme un objectif en termes d'exploration, de connaissance des grands fonds marins. Les pouvoirs publics, bien sûr, y travaillaient avec les dirigeants locaux, enfin les rois locaux. Il y a 3 rois, je crois, à Wallis et Futuna, avec des enjeux sociaux et culturels très particuliers, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. Bien sûr, ces pays ont une très longue histoire, des relations parfois difficiles avec la métropole qu'il faut comprendre. Et en fait, l'Ifremer a fait des premières explorations, a été sur place, en parlant aux populations, en les faisant venir sur le bateau, etc., en les associant. Et puis, très vite, quand Eramet, donc, qui est un opérateur minier français, a souhaité demander une permis d'exploration en vue éventuellement un jour de déboucher sur une exploitation, en fait, là, il y a eu un retour très, très, très négatif des populations et des autorités qui s'est traduit par un moratoire sur 50 ans. Mais en fait, on s'est rendu compte que les enjeux socio-culturels n'avaient pas été pris en compte, tout ça avait été trop vite. Et quand les pouvoirs publics locaux et nationaux ont décidé d'envoyer sur place l'IRD, l'Institut de recherche et développement, avec des anthropologues, des sociologues, pour comprendre les enjeux sociaux et culturels, ils les ont envoyés en 2018. Et là, il y avait des banderoles qui les attendaient, repartez chez vous. Évidemment, il fallait commencer par ça au début, pour ensuite impliquer les populations et construire avec eux tout ce travail d'exploration et de connaissance des grands fonds marins. Et donc, c'est par exemple tout le travail que fait la Polynésie française depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Les gouvernements successifs en Polynésie française ont d'abord confié à l'IRD qui regroupe 3000 chercheurs dans le monde, un gros travail qu'ils ont réalisé, une expertise collégiale pour justement comprendre tous les enjeux environnementaux d'implication des populations économiques, scientifiques en Polynésie française. C'est un document que vous trouvez sur Internet, Polynésie française, IRD. Vous avez un document de 600 pages absolument remarquable sur ces questions. Et une fois que les autorités polynésiennes ont eu ce document, l'ont distribué, beaucoup de séminaires ont été faits dans l'île. Elles sont passées à un contrat avec une société française, Abissa, qui est issue d'ailleurs d'un centre de recherche. C'est une équipe de chercheurs qui ont créé cette entreprise. Après avoir créé Océan, ils ont créé donc Abissa. Et Abissa, depuis 2019, a un contrat des autorités polynésiennes, justement pour travailler sur les conditions. Nouvelle étape d'exploration de la zone de Polynésie française. Alors le Covid a ralenti un petit peu tout ça, mais on voit bien qu'on a des exemples positifs et nous devons tirer bien sûr les enseignements de l'exemple que je parlais tout à l'heure. Donc évidemment, l'information, l'implication de toutes les parties prenantes sur ces questions, elle est évidemment indispensable, elle est la clé de succès de demain. Et c'est à nous, Français, à nous, Européens, de mettre justement en avant ces enjeux éthiques et environnementaux, tout en apprenant, en développant des technologies qui précisément intègrent ces questions environnementales. Par exemple, pour finir de répondre à cette question, Steve, qui est extrêmement importante, parmi les 8 projets que nous avons proposés dans la stratégie, collectivement, il y a un projet de création d'un pilote, d'un démonstrateur à échelle 25%, qui pourra être fait évidemment dans une zone particulière, avec des partenaires européens et évidemment avec des entreprises françaises, l'Ifremer, des universités, qui consiste justement à travers différentes étapes à avoir un démonstrateur dans l'exploration, la prospection et la préparation d'une éventuelle exploitation des grands fonds marins, avec en permanence la question de la mesure des impacts environnementaux, en y associant dans un collège l'ensemble des acteurs, ONG, scientifiques, industriels, autorités publiques, de façon à voir comment cet impact environnemental est mesuré. Et si à un certain moment, dans l'élaboration de ce pilote, dans sa mise en œuvre, on se rend compte que l'impact environnemental existe et fort, eh bien, on prend la décision
d'arrêter, quitte à repartir quelques années après, si nous avons davantage progressé en termes scientifiques et technologiques pour limiter le plus possible les impacts environnementaux. Donc, ce type de projet, qui évidemment doit être un projet franco-européen avec d'autres pays européens, c'est un projet qui est essentiel parce que justement nous mettons en avant une compréhension et une articulation des différents enjeux. Si vous voulez, à l'échelle microéconomique, c'est un outil qui doit nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie globale. Et l'Union européenne travaille aussi à cela. L'Horizon, dans le programme Horizon Europe, vous avez un appel d'offres sur le monitoring environnemental qui a ouvert il y a une semaine. Vous pouvez déposer des projets de consortium qui est ouvert jusqu'en mars 22. Et donc la France est déjà en train de travailler avec plusieurs pays européens pour proposer un consortium pour gagner cet appel d'offres sur toute la question du monitoring environnemental et de la mesure de l'impact environnemental. De monsieur Didier Racinet, qui fait suite d'ailleurs un peu aux commentaires que tu viens de nous donner. Et je crois que en plus, Didier Racinet souhaite t'interviewer dans sa magnifique revue. Je ne sais pas si... Voilà, vous avez votre micro d'ouvert. Oui, tout à fait. Monsieur Levet, je voulais vous demander s'il y avait une politique européenne de ces problèmes, une politique européenne de la mer, et est-ce que ce serait un projet français que de proposer d'avoir une telle politique au-delà des coopérations, je dirais, bilatérales que vous avez développées? Oui, il y a à la fois l'approche, on pourrait dire intergouvernementale d'une certaine mesure, une approche entre les différents instituts et entreprises de plusieurs pays européens. Il y a bien sûr même le rôle de l'Union européenne, qui est observatrice à l'Agence internationale des fonds marins. L'Union européenne a produit une stratégie de la biodiversité, par exemple, à horizon 2030. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important, le fait que l'ensemble de l'Union européenne ait une stratégie commune en matière de biodiversité pour les 10 ans qui viennent. La question de l'océan et des grands fonds marins est aussi intégrée dans le nouveau programme Horizon 21-26, je crois, donc pour les 5 prochaines années. Donc ça, évidemment, c'est une question permanente que nous évoquons, bien sûr, au sein de la Commission européenne. Et c'est un enjeu d'autant plus important, comme je dis tout à l'heure, que derrière ces questions, l'Union européenne est probablement le pôle, on va dire, politique le plus important dans le monde qui prône une approche multilatérale. Et plus nous arriverons à faire en sorte que cette approche multilatérale existe, et bien justement, plus précisément, nous pourrons mettre en avant l'articulation entre ces enjeux éthiques, environnementaux et les enjeux de production de connaissances scientifiques, de prospection et éventuellement demain de nous préparer à une exploitation des fonds marins, mais si possible évidemment avec une exploitation durable, avec beaucoup encore une fois de points d'interrogation, parce que l'économie des métaux, je le disais, est extrêmement volatile, et on ne sait pas trop bien où on en sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, le monde consomme 85 milliards de tonnes de matières premières. En 2050, les chercheurs estiment qu'avec 2 milliards d'habitants en plus, nous consommerons un modèle de développement identique, plus de 180 milliards de tonnes de matières premières. Donc passer de 80 à 180, il va bien falloir aller chercher quelque part. Donc déjà, quand on voit les dégâts qu'il peut y avoir pour des mines terrestres, on peut imaginer ce qui peut se passer dans les grands fonds marins, justement si nous n'intégrons pas dès l'amont ces enjeux éthiques des générations futures et ces enjeux environnementaux, avec évidemment une connaissance scientifique de plus en plus poussée. Vous savez, nous connaissons mieux le sol de Mars que le fond des océans marins, tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile de les connaître. Donc c'est pour ça que les enjeux scientifiques, technologiques, d'articulation entre le monde de la recherche et le monde des entreprises est évidemment fondamental. Merci beaucoup. Nous avons une question de l'ambassade de Haïti. Monsieur Volsi, si vous voulez poser la question en direct. Est-ce que vous avez le micro ouvert? Voilà, monsieur. Bonjour à vous tous. Je ne sais pas si vous me copiez très bien. Si. D'accord, merci. Magnifique. Je remercie le conférencier pour sa présentation. Ma question, comme vous pouvez le remarquer dans le chat, c'est justement de demander quelles seraient les obligations des États et des entreprises qui ont bénéficié d'un permis d'exploration ou d'exploration dans les grands fonds marins. Alors, je parle des obligations
pas seulement environnemental, mais en termes aussi de retour par rapport aux produits des exploitations. C'est-à-dire, on sait que les fonds marins, c'est quand même un espace international. Et donc, quelles sont les obligations des États et des entreprises qui ont bénéficié des permis d'exploration et d'exploration par rapport à la communauté internationale? Et existe-t-il des obligations juridiques à cet effet? Merci beaucoup. Oui, alors comme vous le savez, l'Agence internationale des fonds marins est l'outil multilatéral qui, entre guillemets, gère ces questions. Donc pour l'instant, nous avons une trentaine de permis d'exploration. D'ailleurs, le premier permis d'exploration sur les amas sulfurés, je parle des amas sulfurés parce que ce sont ceux qui sont les moins profonds. Hein. Ils sont entre, comme vous le savez, enfin, j'ai appris tout ça, entre 800 et 1500 mètres de profondeur. Et donc, a priori, c'est plus facile d'aller chercher des amas sulfurés sur les pentes qui ne sont pas vivantes des volcans plutôt que d'aller chercher des nodules polymétalliques à 3, 4 ou 5000 mètres de profondeur ou des encroûtements cobaltifères. Et ce permis, c'est un permis chinois, je crois qu'il vient à échéance en 2026. Donc, il n'est pas totalement... pas totalement impossible d'imaginer que ce premier permis à masse sulfurée qui vient à échéance en 2026, la Chine passe ensuite à une logique d'exploitation. Mais pour passer à un permis d'exploitation, il y a effectivement la question que vous évoquez qui existe et où il y a effectivement des obligations de retour sur les autres pays. Mais ça, je ne les connais pas assez pour vous répondre. Et puis, il y a aussi ce règlement lié à l'exploitation des grands fonds marins, qui, comme vous le savez, est en cours depuis 2 ans, qui aurait dû être finalisé d'ailleurs, je crois, en 2020-2021, qui prend plus de temps, tant mieux. Ça veut dire que prendre en compte les questions d'impact environnemental sont complexes. L'IFM a lancé plusieurs études, du MIT, de plusieurs universités, pour voir comment nous pouvions prendre en compte la question des impacts environnementaux. Et donc, si dans les 6 mois à 2 ans qui viennent, il apparaît raisonnable, je dis bien raisonnable, d'envisager que ce règlement d'exploitation soit mis en œuvre, ces questions environnementales seront traitées. Il faut voir effectivement, je n'ai pas assez étudié la question que vous évoquez du retour sur les autres pays, puisque nous sommes effectivement dans les eaux internationales. Et puis se pose aussi la question de la surveillance, également de la mise en œuvre demain d'éventuels permis d'exploitation. Faut-il encore que l'IFM puisse avoir les moyens de surveiller ce qui se passe dans des endroits qui sont évidemment absolument gigantesques et très très loin des côtes. Donc votre question, je l'ai en tête et il faut que nous y travaillions ensemble. Vous pourrez peut-être prendre des questions chez nos jeunes. Hein. Bon, les jeunes. Alors, il faut toujours qu'il y en ait qu'un qui démarre. Hein. Alors, je sais que c'est jamais facile. Il n'y a pas de questions idiotes. Toutes les questions traduisent la qualité majeure qui doit être la nôtre, la curiosité. Monsieur au fond, levez la main le premier. On va vous passer un micro, comme ça tout le monde vous entend mieux. Et ce que je vous propose, c'est de prendre plusieurs questions. Comme ça, plusieurs vagues de questions, ce qui permet au plus grand nombre de pouvoir s'exprimer. Je vous en prie, monsieur. Alors, bonjour. Moi, c'est pour rebondir sur la dernière question. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont déjà mises en place ou qui vont être mises en place si on observe une dérive sur une des exploitations ou une des explorations? On va prendre plusieurs questions. Monsieur devant. Monsieur devant. Sweatshirt rose pâle. Bonjour. C'était juste pour savoir, une étude d'impact environnementaux, ça prend un certain nombre d'années. Est-ce qu'on sait déjà si sur des exploitations qui sont déjà en cours en ce moment, il y a des bilans qui sont faits? Parce que je sais que par exemple pour l'exploitation de granulats, il y a des bilans quinquennaux qui sont faits pendant les exploitations. Est-ce que ça, il y en a maintenant en ce moment pour qu'on ait une idée assez rapidement des impacts qu'il peut y avoir, sachant que c'est une étude qui doit être faite sur le long terme, et les impacts et aussi peut-être la résilience qu'il peut y avoir sur la biodiversité après avoir subi ces perturbations, parce que c'est clairement peut-être une idée à avoir, quoi. C'est un enjeu. Voilà, merci. D'autres questions?
pouvez aussi avoir des choses à dire, pas sous forme de questions, mais sous forme d'assertion. Vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec moi. Je vous encourage même, c'est ce qui permet le débat. Madame. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir ce qui étaient concrètement les projets que vous proposez pour l'exploitation et l'exploration. Parce que vous parlez beaucoup de coopération, de beaucoup de pays qui travaillent ensemble, mais au final, on ne sait pas concrètement sur quoi ils travaillent au terme de votre conférence. C'est pour ça que je garde des choses pour le débat. Merci. Encore une question ? Oui, bonjour. Aussi, vous parlez de grands noms du monde maritime. Et c'est pour connaître ces grands noms, de qui vous parlez précisément, qui a un tel rôle dans votre rapport. Oui, encore une question peut-être sur ma droite, s'il y en a eu beaucoup sur la gauche, on va équilibrer. Bonjour, on a beaucoup parlé de richesse minière. Quelle richesse attendez-vous dans la colonne d'eau? Je crois qu'il y a une question, une intervention juste derrière vous. Bonjour, j'aimerais savoir si concrètement dans les permis d'exploitation il y a des limites en termes de tonnes de minéraux, et si selon les minéraux elles sont différentes et selon les pays elles sont différentes. Merci. Alors, il y a plusieurs questions qui touchent effectivement tout ce qui concerne l'exploration et l'exploitation. Sur la question des impacts environnementaux, il y a plusieurs projets qui sont en cours. On a encore peu de résultats. C'est le cas en Polynésie française, ça aurait pu être le cas au lycée Futuna. La Nouvelle-Calédonie est aussi intéressée par ces questions. La Calédonie, historiquement, est bien sûr plus sur des terres minières, donc elle commence à s'intéresser à ce qui se passe dans ces grands fonds marins. L'IRD réalise ce type d'études. On a au sein du CNRS une dizaine de laboratoires au sein desquels des chercheurs s'intéressent à ces questions marines et conduisent aussi des études, notamment en termes environnementaux. À ma connaissance, je n'ai pas encore vu un rapport sur résultats impact environnemental sur tel type de, tout simplement parce que jusqu'à maintenant, les explorations étaient et sont essentiellement scientifiques. Et pour l'instant, les impacts environnementaux d'une exploration scientifique, mais là, il y a des experts un peu partout, le savent mieux que moi, les impacts environnementaux, évidemment, sont moins importants. Après, tout dépend de la façon dont on fait ce type d'exploration. L'Ifremer, par exemple, sur son permis à Clarion-Clipperton, elle doit avoir une quinzaine d'années maintenant d'expérience, donc elle a bien cartographié les fonds. Elle commence à avoir une production de connaissances scientifiques qui est importante. Et donc, si demain, il y a un renouvellement de son permis, progressivement, nous passons à une phase de prospection, c'est-à-dire de meilleure connaissance du type de ressources minérales qu'il y a au fond, en l'occurrence dans cette zone où il y a une bonne dizaine d'États qui est présent, dans la zone de Clarion-Clipperton, on n'est pas seul, et c'est essentiellement des nodules polymétalliques, de voir si on peut se préparer à une éventuelle exploitation. Et donc c'est là où la question des impacts environnementaux devient absolument déterminante. Elle est déterminante aussi, vous la posiez, sur le règlement sur lequel travaille l'Agence internationale des fonds marins, donc bien sûr avec l'ensemble des États. Et je pense qu'une des raisons qui fait qu'il y a eu un retard par rapport au calendrier initial, c'est précisément parce que c'est une question qui est extrêmement difficile, d'arriver à se donner les critères de mesure d'impact environnementaux demain. Et donc on peut aussi imaginer que de l'ensemble de ces permis en matière d'exploration, évidemment, on gagne beaucoup en connaissances scientifiques et la façon de se dire comment on intègre demain les questions d'impact environnementaux. Et en amont, les enjeux éthiques. Les deux sont quand même liés. On parle beaucoup des enjeux environnementaux, c'est important, mais il ne faut pas non plus oublier les enjeux éthiques. Je pense que ce sont ceux-là qui déterminent ensuite les enjeux environnementaux. Et je crois qu'aussi sur un plan politique, dans le bon sens du terme, le fait de penser enjeux éthiques, c'est une façon de se projeter sur les prochaines décennies, sur les prochaines générations. Je citais Axel Kahn tout à l'heure quand il parle que nos générations doivent avoir une conscience vive de ce que doivent pouvoir bénéficier, dans le bon sens du terme, les générations qui viennent. Ça, c'est un enjeu éthique qui est fondamental. Je ne suis pas persuadé que tous les États dans le monde le partagent. En tout cas, c'est dans la philosophie, c'est dans le mode de pensée de l'Union européenne et de la France. Et de ces enjeux éthiques découlent effectivement les enjeux environnementaux. Si nous souhaitons que la planète demain, pas simplement la planète, tout ce qu'il y a nous puissions continuer à vivre dans de bonnes conditions. Et à ce moment-là, les enjeux environnementaux deviennent importants. Sur la question des sanctions,
Alors la question va se poser demain s'il y a des permis d'exploration qui se traduisent en permis d'exploitation. Donc ça, c'est la question qui se pose, c'est la question pour l'instant, c'est plutôt non. Est-ce que l'AIFM a les moyens aujourd'hui de pouvoir surveiller et donc sanctionner la mise en œuvre de permis d'exploitation qui ne respecterait pas le règlement de l'AIFM? Donc ça, c'est une vraie question aujourd'hui sur laquelle travaillent les États. L'AIFM se réunit, je crois, prochainement, là, entre le 6 et le 12 décembre. Donc il y aura à la fois la question du renouvellement des permis d'exploration, notamment celui d'Ifremer. Et donc se pose à nouveau, j'ai rencontré son secrétaire général il y a encore 2 semaines, c'est évidemment une préoccupation majeure. En sachant que cette question est fondamentale parce que d'autres grands pays peuvent aussi se dire, il faut faire un peu de prospective appliquée, nous devons avoir cette approche multilatérale au sein de l'AIFM et faire en sorte que tous les États y soient. Et donc il faut beaucoup de diplomatie. Donc là, la France y travaille énormément, parce que d'autres pays, je pense à la Chine en Asie, peuvent se dire après tout, pourquoi ne pas créer une AIFM en Asie, comme ils sont en train de créer une vaste zone économique, avec demain une banque asiatique, une monnaie asiatique qui sera évidemment la monnaie chinoise, dans laquelle nous définirons nos propres règles et nos propres normes. Et donc dans ces enjeux, la question des normes d'exploitation en amont est très importante. Les États-Unis, qui ne sont pas membres de l'AIFM, mais qui sont observateurs, ne se contentent pas simplement d'observer du haut de leur balcon ce qui se passe. Donc ils travaillent sur la production de normes. Ils ont déjà, il y a quelques mois, sorti un ensemble de normes sur la question des grands fonds marins. Et donc on peut imaginer, peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas, que la Chine aussi, comme elle le fait dans le domaine électronique et dans bien d'autres domaines, travaille aussi à des normes dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation des grands fonds marins. Donc là aussi, l'enjeu des normes, c'est un enjeu qui est absolument essentiel, sur lequel travaille aussi l'Union européenne. Et ces appels d'offres sur la question du monitoring environnemental, c'est précisément pour mobiliser par des consortiums, des opérateurs de recherche et des industriels, pour travailler sur cette question du monitoring environnemental. Et là, on doit être en pôle position. Si on n'est pas en pôle position sur ces questions, on n'aura jamais assez d'influence pour ensuite avancer sur les questions d'une exploitation durable. Il faut être très clair là-dessus. Si on est les seuls à parler éthique, environnement, sans rien faire sur le plan connaissance scientifique, technologie, de toute façon, on ne fera que des discours et les autres feront la pratique. Donc on peut toujours se rassurer en faisant des discours. Donc ça, c'est vraiment des enjeux importants que j'ai découverts, sur lesquels on insiste vraiment beaucoup. Sur les questions de prospective à long terme, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Ce qui me semble important, c'est que tout ce qui est en train de se construire aujourd'hui en matière d'exploration et de solutions technologiques, on a en France, Steve l'évoquait tout à l'heure, on a un certain nombre d'entreprises, ici à Brest, un peu partout en France, mais qui sont très disséminées. On a beaucoup de start-up, de PME qui travaillent sur des solutions robotiques, sur le numérique, sur l'intégration de l'intelligence artificielle demain pour aller dans les fonds marins. Voilà. Il y a une très grande dissémination, il y a beaucoup de compétences. Et donc c'est aussi le rôle des grands établissements qui le font, comme l'Ifremer, d'avoir son propre écosystème. L'Ifremer, par exemple, prend des prises de participation dans plusieurs PME françaises pour leur permettre de se développer. Quand ils font des campagnes océanographiques avec la flotte océanographique française, qui est la première d'Europe, je crois, bien, ils partent aussi avec des équipes du CNRS, de l'IRD. Donc c'est tout ce travail aussi de mutualisation qui me paraît fondamental. Et encore une fois, la mise en œuvre d'une stratégie n'a de sens que si nous sommes capables, autour des projets, de créer une dynamique collective. Pour répondre à la question sur les projets, si mon rapport est confidentiel, Matignon m'a demandé d'en faire une synthèse communicable. Donc cette synthèse communicable, qui fait quand même 40 pages, donc ça vous permet quand même de voir ce qu'on a pu faire, elle est sur le site du secrétariat général de la mer, elle est publique depuis janvier dernier, depuis le comité interministériel de la mer. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du secrétariat général de la mer, rapport Grand Fonds Marin. Et là, vous avez la synthèse de ce rapport qui fait une bonne 40aine de pages. Vous avez aussi la liste, qui est une façon de répondre à une autre question, des personnes que j'ai rencontrées et la liste des personnes qui étaient dans le groupe de travail. Quand je parle de fortes personnalités, je parle de personnalités qui ont joué un rôle important dans le monde marin
de la navigation, des armateurs, etc., depuis 30 ou 40 années. Voilà. Mais on ne va pas citer des noms, parce que je vais forcément en oublier d'autres. Donc c'est pas, je vais vous raconter cette anecdote tout à l'heure, parce que quand on lance un processus de travail, s'il n'y a pas dès le départ la volonté de construire une relation de confiance, il ne se passe rien, et on fait un travail de plus qui vient finir dans les bibliothèques. Ça n'a aucun intérêt. Un rapport sur ce type de questions doit préparer le politique à prendre des décisions dans les meilleures conditions et les mettre en œuvre. Sur les projets, je vais en citer 2-3. Je ne peux pas non plus trop rentrer dans les détails, parce que vous comprenez bien que ces projets sont en partie confidentiels, mais on peut en citer 2-3. Le premier, dans toute la priorité sur une connaissance vraiment accrue dans la durée sur les grands fonds marins, la colonne d'eau, les écosystèmes, les ressources minérales, et le lien effectivement entre l'état de référence, la colonne d'eau, les écosystèmes et les ressources minérales, qui manque cruellement. Il y a un projet d'un grand programme de recherche, je dirais, à vision holistique, qui prenne en jeu l'ensemble de ces questions, qui va rassembler à la fois le CNRS, l'IFREMER, l'IRD et le BRGM. D'ailleurs, dans le rapport que j'ai remis, il y a sur chacun de ces projets des annexes précises qui vont assez loin dans la description de ces projets. Donc ça, c'est un premier projet qui rentre en termes de financement, mais ça, après, c'est les décisions de Matignon, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, ce qu'on appelle le PIA, programme d'investissement d'avenir 4, qui est géré par le secrétariat général aux investissements, le SGPI, donc qui dépend du Premier ministre et qui gère donc le programme d'investissement d'avenir, son volet 4, qui a bénéficié de, je crois, 18 ou 19 milliards d'euros à partir de début 2021. 6-7 dans le domaine de la recherche et 11 milliards 5 sur tout ce qu'ils appellent les stratégies d'accélération des processus d'innovation dans toute une série de grands domaines. Donc, ce premier projet, programme de recherche, qui est vraiment très, très ambitieux, qui va nous permettre de fédérer beaucoup de labos ici en France et des laboratoires aussi d'autres pays européens. Mais dans toute coopération, il faut être fort. Dans toute coopération, il y a quand même des rapports de force qui existent, donc il faut toujours être fort dans des projets de coopération. Si la nature humaine fait que si je suis plus fort que l'autre, tout naturellement, je prends le pouvoir au sein de ces projets. Ça rentre donc dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, avec un dossier donc qui est en cours d'élaboration pour la fin de l'année. Il y a le projet également des chantiers d'action en mer, toujours dans cette priorité de production de connaissances, des chantiers d'action en mer, donc avec l'IFREMER et les autres instituts concernés, qui concernent à la fois les deux permis dans la zone médio-atlantique et dans la zone de Clarion-Clipperton, et qui demain, nous l'espérons, pourront notamment être mis en œuvre avec la Polynésie française qui est intéressée. Ça, ce sont des chantiers donc, qui doivent permettre de produire de la connaissance scientifique et également de mieux comprendre les impacts environnementaux. Sur tout ce qui concerne la deuxième priorité, c'est-à-dire investir davantage en recherche sur ces questions d'impact environnemental, c'est le projet de démonstrateur dont je vous parlais tout à l'heure, où sont concernées des entreprises françaises, certains grands groupes d'ingénierie, l'IFREMER, des laboratoires de recherche, que nous rassemblons pour ensuite pouvoir travailler avec des laboratoires et des entreprises d'autres pays européens. Et ce projet de démonstrateur, dont le cahier des charges a été défini pour les 5 ans qui viennent, doivent justement nous permettre de mesurer très concrètement l'importance de l'impact environnemental en procédant étape par étape, avec des crédits publics et avec des apports financiers privés. Dans les projets, il y a aussi le fait de gagner aussi en connaissances, en études. Je parlais tout à l'heure des questions d'acceptabilité sociale. Une des questions a été posée tout à l'heure, ce qu'on appelle la gouvernance participative. Donc il y a une étude que va réaliser l'IRD qui fait beaucoup ce type de travaux sur les questions de gouvernance participative, sur les questions de moratoire aussi. Vous avez différentes zones dans le monde où des moratoires ont été votés consistant à dire on ne fait pas d'exploration, on ne fait pas d'exploitation, parce que le moratoire c'est un outil important à la condition qu'il ne soit pas idéologisé. Il n'y a pas le mal d'un côté et le bien de l'autre.
Le moratoire, c'est d'abord un outil qui doit permettre aux populations de comprendre ce qui se passe, de prendre le temps, de savoir où on en est et d'être impliqué dans les choix de demain. C'est ça un moratoire. On ne va pas postuler a priori que pendant 100 ans on ne fait rien ou que pendant 100 ans on met à feu et à sang l'ensemble de la planète. Voilà. Donc c'est un outil qui existe, qui sur un plan juridique, qui a des assises juridiques bien précises et qui en fait permet aux décideurs, aux populations de prendre le temps de comprendre ce qu'il faut faire et des choix éventuels à faire. Donc c'est intéressant de savoir quels sont les moratoires qui existent dans le monde, comment ils ont été créés, quels sont les acteurs qui les ont mis en avant. Ce sont des questions. Donc là, on a une étude qui va démarrer sur ces questions de gouvernance participative, qui sera réalisée par l'IRD. Une autre étude qui sera réalisée par plusieurs établissements que j'ai cités tout à l'heure, va porter sur la connaissance des grands enjeux mondiaux que j'évoquais tout à l'heure et surtout de leurs liens. Comment faire les liens entre les enjeux éthiques, environnementaux, technologiques, scientifiques, économiques et géopolitiques. Et ça aussi, ce sont des études en quelque sorte d'aide à la décision pour les autorités politiques demain. Donc l'objectif, c'est que ces études soient réalisées dans les 12 à 24 mois, avec des ateliers en associant évidemment beaucoup de chercheurs, d'ONG, d'industriels. Sur les projets qui concernent des Outre-mer, je parlais de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, je parlais de nos partenaires européens aujourd'hui, comme l'Allemagne, la Pologne, la Norvège, le Portugal, mais aussi des pays comme l'Inde, la Corée du Sud. L'objectif, c'est de pouvoir intégrer pour la zone Indo-Pacifique dans les accords bilatéraux cette question des grands fonds marins et de voir comment avec eux, on est au début, comment avec eux, on peut déjà commencer à produire de la connaissance scientifique à partir d'enjeux éthiques et d'enjeux environnementaux communs. Et comment ça se traduit après sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan économique, et je dirais pour la prospérité du plus grand nombre et dans le long terme. Est-ce que j'ai oublié une question? Peut-être y a-t-il d'autres questions, soit en visio ou soit dans la salle. Colondo peut-être. La Colondo aujourd'hui peut-être. La Colondo, je crois que j'ai répondu. La Colondo fait partie de la connaissance que nous devons avoir, que nous n'avons pas encore suffisamment. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Steve. Tout ce qui est Colondo, écosystème, identification des ressources minérales, l'objectif, tel que je l'ai compris en tant que non-expert, c'est justement de comprendre ces différentes facettes ensemble dans leur articulation. Il ne s'agit pas d'identifier uniquement les ressources minérales au fond, il ne s'agit pas uniquement de voir la Colondo, il ne s'agit pas uniquement de voir les écosystèmes. Comment on peut arriver à comprendre l'articulation entre ces différents enjeux? Et là, il y a des experts dans la salle probablement qui pourront en parler bien mieux que moi. Et cette connaissance, évidemment, scientifique, elle est fondamentale, d'autant que je lisais encore récemment des publications qui montrent que sur le plan technique et sur le plan technologique, nous avons fait beaucoup d'efforts ces dernières années, puisque je me demandais, je me posais cette question naïve que je me suis posée à moi-même, pourquoi on va beaucoup plus dans l'espace que dans les grands fonds marins? Une question d'une très grande naïveté. On va dans l'espace depuis 50 ans, on envoie des petits robots sur des météorites qui vont à toute vitesse, qui se posent absolument incroyable. On va sur Mars, etc. Sur Terre, on voit ce qui se passe sur Mars avec les capteurs réalisés par des équipes françaises, d'ailleurs. Bon, c'est des choses extraordinaires. Et en fait, parce que la mesure, effectivement, des grands fonds marins est beaucoup plus complexe à avoir. Les ondes n'y arrivent pas, il faut utiliser d'autres outils. Et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus les moyens scientifiques et technologiques de mieux connaître nos océans, colonnes d'eau, écosystèmes et comment on appelle le sol, je ne trouve pas le terme technique, le sol marin. D'autres questions en visio ou dans la salle? Et d'autres apports aussi, il n'y a pas que des questions, il peut y avoir aussi des experts, des chercheurs qui ont des choses sûrement beaucoup plus intéressantes que moi à dire sur le plan scientifique. Monsieur, vous souhaitez dire quelque chose? Merci pour votre conférence très intéressante. Oui, une question d'ambassadeur de la Cité de la Mer. Je vois que le directeur de la Cité de la Mer s'y intéresse. Il y a dans la halle des engins de la Cité de la Mer 2 engins. L'Archimède, bon, lui, on le connaît bien. Bon, c'est le vrai Archimède qui est là. Et il y a aussi le Nautile, c'est une maquette. Alors, la question, c'est pour nous, pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette maquette, à quoi elle sert, etc. Aujourd'hui, elle est exploitée par l'Ifremer et elle travaille dans quel domaine actuellement par rapport à ce que vous nous avez dit là? Parce qu'elle peut aller à 6000 mètres, mais vous nous avez dit qu'on travaillerait peut-être plus dans des créneaux entre 800 et 1500 mètres. Donc pour nous, pour expliquer cette maquette, c'est intéressant.
Alors, cette maquette, je pense que M. Cauvin sera beaucoup plus à même que moi que d'en parler. L'IFREMER fait un travail important sur ces sujets avec son écosystème aussi, hein, avec des entreprises françaises, des laboratoires. Il faut beaucoup insister sur le travail collectif. Et l'IFREMER joue un rôle très important de fédérateur des compétences et de prospective. D'ailleurs, un des premiers rapports que j'ai lus, c'est le l'IFREMER prospective des océans à horizon 2030, si vous voulez, où j'ai appris énormément de choses, hein, bon, et bien d'autres rapports vraiment très intéressants. Donc là, on a vraiment des connaissances importantes qui nous permettent de comprendre la situation où on en est. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la France fait plutôt le choix d'engins sous-marins non habités. L'Allemagne plutôt des sous-marins habités. Bon, c'est parce que l'Allemagne a aussi une culture marine, industrielle, des sous-marins importante. Hein. Elle a fait gagner les deux guerres grâce à sa flotte de sous-marins. Donc l'Allemagne a toujours eu une stratégie profondeur grand fond. Voilà. Donc elle joue cette stratégie des sous-marins habités. Nous, on est plutôt sur des sous-marins, des ROV non habités. Les amas sulfurés, effectivement, sont à 800-1500 mètres, donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'objectif, pour connaître vraiment, pour produire scientifiquement des connaissances, effectivement, il faut descendre en grande profondeur. J'ai dit que les Chinois sont arrivés à 10 000 mètres. Dans une publication, j'ai découvert, par exemple, qu'il y avait des petits morceaux de plastique miniatures qu'on trouvait à 7500 mètres de profondeur. Hein. Donc on voit bien que la pollution des mers, c'est pas un discours. Hein. Ça descend vraiment très bas. Hein. Et on a de la vie. On a découvert ces dernières années qu'il y avait de la vie à 7000 mètres de profondeur. C'est-à-dire à moins 160 degrés, on a aujourd'hui des cellules, on a aujourd'hui de la vie dans le fin fond des océans qu'on n'imaginait même pas il y a encore 10 ou 15 ans. Et en travaillant sur cette connaissance de la flore, de la faune, eh bien, la plupart des travaux qui sont en cours aujourd'hui, encore une fois, quand je lis les publications, la moitié de ces travaux considèrent que la moitié de ce qu'on est en train de découvrir dans la faune et dans la flore va servir directement à servir les cancers demain. Donc on voit bien que l'océan que la vie dans les océans dépend en grande partie de la vie sur Terre. Donc ne serait-ce que sur un plan médical, il y a des choses vraiment extraordinaires à faire, toujours en ayant ces enjeux éthiques en tête. Voilà. Mais M. Cauvin, sûrement, va nous expliquer beaucoup mieux que moi les maquettes qu'il y a là. Le Nautil qui continue toujours à fonctionner, hein, d'ailleurs, hein, qui est toujours en fonctionnement. D'autres questions, d'autres interrogations, peut-être? Merci. Merci pour nous. Nous n'avons plus de questions. Dans la salle, côté... Non? Les filles, les garçons? Écoutez, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses dans les prochains mois. Et j'étais vraiment très content de vous rencontrer. C'est toujours passionnant d'avoir des jeunes en face de soi. Et un petit conseil que je me permets de vous donner, parce que je suis beaucoup plus âgé que vous, même si la jeunesse, c'est l'acquisition de l'âge mûr, comme disait Nietzsche, c'est que les débats sont vraiment fondamentaux. Donc vraiment, au sein de vos universités, vos profs vous y poussent. On apprend, mais on apprend aussi par le débat. Vous savez, j'ai toujours en tête cette phrase de Claude Roy qui disait « Dans un débat, chacun doit chercher à devenir raison avec les autres et non pas à imposer sa raison à l'autre. » Alors dans un monde où malheureusement, dans des pseudo-médias, les gens passent leur temps à s'engueuler et à imposer leur pseudo-raison aux autres, l'université, la Cité de la Mer font partie de ces lieux où enfin on peut débattre pour chercher de devenir raison ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, merci au président Bernard Cauvin. Et encore une fois, j'invite tous nos amis qui ne sont pas à Cherbourg de venir à Cherbourg et de venir visiter la Cité de la Mer. Magnifique réalisation. Merci de nous avoir accueillis ce matin. Très gentil, Président. Merci beaucoup. Je voudrais dire aux étudiants qui sont là, il y a encore quelques places disponibles pour le 29 novembre au soir, où nous aurons le plaisir d'accueillir deux grandes stars de l'océan qui agissent eux aussi sur la protection des océans. C'est Pierre Frolat, quadruple champion du monde de plongée en apnée, qui appréhende les espèces des profondeurs, et notamment les animaux particulièrement dangereux, qui le fait sans protection, et qui sera accompagné de son ami monégasque également comme lui, Greg Lecoeur, qui est un des plus grands photographes internationaux de la faune sous-marine. Ça fait partie aussi ça, de cette découverte. Méfiez-vous, souvent les étudiants d'Intecmer sont présents dans nos soirées. Ils s'inscrivent parfois assez tard. Faites attention, en 4-5 jours, il y a déjà eu 120 réservations de fait. Là, on sent que voilà,
C'est fort, donc vous faites le nécessaire, et puis on sera très heureux de vous accueillir à la Cité une nouvelle fois. Et puis en 2022, vous le savez, vous êtes déjà pour la part inscrit. Il y aura des grands débats en février sur la biodiversité et la protection des océans, et surtout au mois de mai, autour d'Olivier Paul-Arbor, autour des grands enjeux de l'Arctique et de l'Antarctique, également pour la planète et également aussi pour les métaux rares. Ça fait partie aussi d'un des grands enjeux d'IFREMER. Voilà, merci à vous, à bientôt, merci. Et merci encore à nouveau, Président. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.